avait envie de réfléchir autour de l'impact de la crise coronavirus et comment elle avait impacté les pratiques de la relation d'aide, de la relation de soins et de la relation d'apprentissage. Et donc, voilà, ceux qui sont là peuvent glaner s'ils veulent quelques idées, quelques repères, quelques balises, pardon. Et juste, voilà, notre invité Jean-Paul, ceux qui ne le connaissent pas, mais je ne sais pas s'il y en a qui ne te connaissent pas, Jean-Paul. Euh, non, hein, et donc, on pourrait passer juste la matinée à expliquer qui tu es, mais ça ne permettrait pas de donner et de partager toutes les idées qui fourmillent comme ça quand on prend le temps de lire tes bouquins ou t'écouter. Et donc, quand j'ai préparé, Jean-Paul, ce webinaire, je te le disais, j'étais un peu comme face à une boîte de chocolat. Tu vois des délicieux chocolats et tu sais que si tu vas en prendre un, ben, nécessairement, tu ne pourras pas tous les manger. Donc, c'est en commençant, comme ça je me dis, ben, on va essayer de tirer une idée après l'autre. Et puis, je vous invite chacun et tous à savourer ce moment et cette rencontre avec toi, Jean-Paul. Et alors, en préparant cette rencontre, ben, j'ai souri 3 fois en fait. Et la première fois que j'ai souri, on était en famille, comme ça, on était assis à table et on était confinés. Et à un moment donné, il y a le facteur qui sonne. Ouais, tu sais, le facteur avec sa casquette de facteur, son uniforme de facteur, et tout le monde fait ah, va le facteur, etc. Et le plus jeune des gamins qui a 10 ans, eh ben, il va ouvrir la porte, il fait ah, salut facteur, comment tu vas facteur, tu vas bien facteur. Et du coup, ben, c'est un côté un peu plus que amical comme ça avec ce monsieur. Et donc, l'homme, on l'avait jamais vu avant, c'était la première fois qu'on rencontrait ce sympathique facteur. Et ben, il est un peu désemparé parce qu'il apparaît être comme ça, un excès de familiarité. Et d'ailleurs, sa maman, elle lui dit, mais dis donc, tu sais, monsieur le facteur, c'est pas ton ami, hein. On lui parle pas comme ça, c'est pas ton copain. Et donc, le gamin est là un peu désemparé lui aussi, puis il lève les yeux et en disant, bah, je vais pas manquer de respect. Donc, c'est la première fois où j'ai souri en pensant à ce webinaire. Et la deuxième fois où j'ai souri en préparant ce webinaire, c'est j'ai enfin refait une séance d'analyse de la pratique dans une MEX et on discute un petit peu, comme ça, une maison d'enfants à caractère social pour les amis belges, c'est un peu l'équivalent d'un SRG. Et donc, je discute avec les éducateurs et on parle règles et règlements comme ça. Je pose une fois une première question, et puis une deuxième fois la même question, et puis une troisième fois la même question. Il y a une jeune éducatrice qui doit avoir, je lui ai demandé, donc elle doit avoir 23 ans de mémoire, 24 ans, qui a fait déjà la troisième fois. Et elle souffle, mais vraiment, enfin, genre, qu'est-ce que tu nous ennuies avec ces questions? Et là, ben, les gens autour de la table qui avaient plus mon âge retiennent eux leur souffle en se disant, mais c'est pas comme ça qu'on s'adresse à monsieur l'analyste de la pratique, comme on dit. Voilà. Et donc je me disais, mais tiens, et j'ai souri parce que je trouvais que c'était une chouette remarque et que ça me permettait de la nommer ma meilleure alliée dans l'équipe pour travailler et réfléchir aux questions de règles et aux questions d'autorité. Et donc, du coup, voilà les deux choses les deux histoires qui me sont arrivées comme ça en pensant, enfin, en préparant ça. Et dans le précédent webinaire avec Guy Hardy qu'on a fait il y a 3 semaines, on a beaucoup parlé de changements et de changements type 1 et type 2. Et donc, avec toi, Jean-Paul, en ouverture de ce webinaire, on avait envie de parler de la question de la mutation, hein, qui est quand même la question centrale, enfin une des questions centrales des informations que tu partages, et en se disant que elle l'amène, c'est dans les deux exemples, hein, chacun se reposer la question du rapport à soi et du rapport à l'autre. Et donc, je pensais aussi que ce soit dans les foyers ou même avec les enfants ou les adolescents, mais même cette question du rapport à soi, elle se pose aussi avec les nouveaux professionnels finalement, voire aussi les jeunes parents qu'on rencontre dans les différentes structures. Et donc, comment est-ce qu'on fait avec ça? Alors, j'avais relevé une phrase d'un auteur pardon, que tu affectionnes plutôt bien, j'ai l'impression, qui est Gregory Bateson. Et donc, du coup, comme elle est relativement compliquée, on s'est dit avec Vincent, on a appris du dernier webinaire, quand on disait une phrase un peu compliquée, c'était important pour les gens
de la Oui. noter. Et c'est vrai que voilà, ça introduit, je pense, à la question suivante, c'est bah, tiens, quels seraient toi les mots que tu pourrais nous partager pour bah, décrire le changement de système, le changement de complexité? Alors, le, le, le problème pour nous de comprendre ce que c'est qu'une mutation sociétale, ça nous est difficile parce que à l'échelle d'une vie, les changements qu'on voit en général, et ceux auxquels on s'attend surtout, hein, sont des changements relativement prévisibles. Il y a, il y a une, il y a une évolution, c'est la différence entre évolution et mutation, entre évolution et bifurcation. Et c'est ce qui nous rend les choses difficiles, même lorsque on commence à s'apercevoir, et ça fait maintenant quand même une, une petite vingtaine d'années, que les éduques avec lesquels je travaille assidûment, les parents que j'ai à ma consultation, les enseignants qui me demandent aussi d'intervenir dans les collèges, disent que les enfants d'aujourd'hui fonctionnent pas comme ils devraient fonctionner, euh, et on est toujours dans il faudrait que ce soit comme avant. Hein. D'ailleurs, avec le Covid, c'est tout le problème aujourd'hui. Hein. Est-ce qu'il y a un comme après ou est-ce qu'on va vouloir à tout prix que ce soit comme avant? Alors, bon, les politiciens nous ont promis un comme après, ce qu'ils ne vont évidemment pas tenir. Mais nous, il est important que pour nous, dans notre travail avec les gamins et les familles, euh, on puisse intégrer le comme après de la mutation. Puisque là, les deux exemples qu'Éric donnait, ils sont rigolos effectivement parce que ce qu'ils constatent chez les jeunes que j'appelle mutants, hein, c'est ce qu'on vit nous comme de la familiarité, comme même peut-être un excès de familiarité, et qui est juste la mise en œuvre d'une nouvelle valeur, qui est la valeur d'égalité, quelles que soient les différences. Ça, c'est une valeur émergente avec laquelle on a du mal, puisque le principe d'égalité ne fonctionne pas du tout dans notre univers XXe siècle. Hein, on attend, on se vit, même si, comment dire, même si on le nie le plus souvent, nous nous vivons sans même le savoir comme les supérieurs hiérarchiques des enfants. Nous attendons des enfants des signaux d'infériorité et nous émettons à leur égard des signaux de supériorité. Alors, chaque fois que je dis ça, les gens me disent bon, non, c'est pas vrai, ça n'existe plus, etc. Alors, je donne toujours le même exemple. Hein. Quand vous avez dit à vos propres enfants, hein, vous avez dit à votre gosse, va te laver les dents et va prendre ta douche. S'il n'a pas bougé dans la minute, vous faites quoi? Soyez honnête. S'il n'a pas bougé dans la minute, il y a quelque chose qui se met à vous chagriner là au niveau du plexus et vous réagissez instantanément. Tu m'as pas entendu. Hein, c'est-à-dire qu'on contre-attaque instantanément parce on vit le fait de ne pas bouger comme quelque chose de déviant, tout simplement. Hein, puisque dans ce moment-là, l'enfant, il doit se comporter comme le prolongement de notre volonté. Le problème, c'est qu'ils ne savent plus du tout faire ça, parce qu'ils sont plus façonnés comme ça. C'est le problème d'une mutation, c'est que le système de valeurs avec un grand V change. Et la bifurcation, plus on travaille là-dessus avec notre petit réseau, plus on s'aperçoit que tout se joue à partir d'un système de valeurs, puisque le système de valeurs va commander l'ensemble des comportements de l'ensemble des gens dans une société. Et, et le système de valeurs, il ne faut pas confondre avec les idéaux. Hein. Les idéaux, c'est quelque chose de conscient. Hein, si je vous posais la question, c'est quoi vos idéaux ou c'est quoi vos valeurs, plutôt, c'est quoi vos valeurs, vous me donneriez essentiellement des idéaux.
Vous me parleriez d'égalité, de fraternité, d'honnêteté, de loyauté, etc., etc. Sachant que les idéaux, ça nous porte, certes, mais on ne les met pas souvent en œuvre. C'est assez faillible, quoi. Alors que les valeurs sont juste des comportements. C'est des comportements qui sont prescrits sociétalement. Et donc, on les agit sans même s'en rendre compte. C'est ce qui nous rend si difficile le travail avec les gamins dans nos structures éducatives et avec nos propres enfants, parce que on est toujours rattrapé par les valeurs parce qu'elles ne sont jamais pensées, les valeurs. Ce qui est normal d'ailleurs, c'est des habitudes. Une habitude, c'est pas fait pour changer, c'est pas fait pour être pensé. Et le problème aujourd'hui pour nous, c'est qu'on est, si on veut comprendre ce qui nous arrive, on est un peu obligé de les repenser, les valeurs, et de les mettre en perspective avec les valeurs émergentes, c'est-à-dire ce que nous montrent nos mômes quand on leur fiche la paix, tout simplement. Sachant que ces dernières années, il y a un brouillage, il y a ce qu'on appelle un bruit. Il y a un brouillage considérable dans l'expression des valeurs émergentes de la part de nos adolescents et jeunes adultes, qui est lié à ce que j'appelle le temps barbare. Dans toutes les mutations, et les mutations sont toutes dans nos bouquins d'histoire. Elles n'ont rien de mystérieux, simplement elles n'ont pas été modélisées comme telles. Mais la mutation du XVIIIe siècle, elle est dans nos bouquins d'histoire. C'est le début des républiques ou des royautés constitutionnelles. La mutation du XVIe siècle, elle est dans nos bouquins d'histoire. On appelle ça la Renaissance, etc., etc., quoi. Simplement, ce qui n'a pas été modélisé, bien que ce soit très visible si on se met à regarder, à consulter les documents existants, parce que la documentation, il y en a plein. Il y en a plein. Celle du XVIe siècle, elle est foisonnante. Celle du XVIIIe, elle est foisonnante aussi. Ça nous permet de voir, quand on commence à regarder ça d'un peu plus près, qu'une mutation sociétale, ça organise un changement radical de tout un système sociétal, avec des nouvelles valeurs, c'est-à-dire des nouveaux comportements, des nouveaux modes d'interaction entre les uns et les autres, des nouvelles formes de hiérarchie et des nouvelles machines institutionnelles. Je dois aller bientôt à Liège parler avec des amis autour d'un peu la même chose de ce qu'on évoque aujourd'hui, eux insistant sur qu'est-ce qui se passe dans nos institutions. Et si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé au XVIe, au XVIIIe, etc., on voit que tout un système institutionnel bascule, disparaît, au bénéfice de l'émergence d'un autre système institutionnel. Et là, on est dans la tourmente, tout simplement. On est dans la tourmente, et ce que j'appelle les temps barbares, qui sont parfaitement perceptibles dans toutes les mutations, c'est ce moment où le vieux monde n'arrive plus à fonctionner correctement et où le nouveau monde n'est pas encore effectif. Et on se retrouve dans un système institutionnel qui bat de l'aile, la vieille machine se défend bec et ongles, s'organise de telle manière qu'elle ne protège plus les gens qui y travaillent, ou de moins en moins, d'où cette souffrance au travail qu'on constate souvent. Quand j'arrive dans un nouvel établissement, je vois souvent des gens qui ne vont pas bien, parce que ce qu'ils essayent de faire fonctionne mal, ils se sentent bridés de partout, par toutes sortes de notes de service,
de nouvelles directives en provenance des décideurs et des financeurs. Et le problème, c'est de faire avec ça, ou faire malgré ça, si je puis dire. On y arrive, hein, on y arrive. Le tout, c'est d'arriver comment dire, à modéliser suffisamment ces nouvelles valeurs, c'est-à-dire la manière dont les gamins d'aujourd'hui fonctionnent, y compris ceux qui ne vont pas bien, c'est-à-dire ceux dont nous occupons, nous, hein, bien sûr. Si je reprends les deux petits exemples d'Éric, hein, on parlait d'égalité, hein, c'est-à-dire ce que montrent les jeunes en question, c'est tu es mon égal, donc je m'adresse à toi comme à un égal. Et nous, les plus vieux, ça nous chagrine. Parce qu'on s'attend à des signaux de soumission et on a des signaux d'égalité. Et pour les jeunes parents, c'est pire, parce que leur bambin de 2 ans et demi leur donne déjà des signaux d'égalité. Ils vous regardent tout droit dans les yeux quand vous les engueulez, en vous montrant, mais enfin, tu sais à qui tu parles, quoi. Ça ne veut pas dire qu'ils savent s'en servir, hein. Même si ça trouble énormément les jeunes parents, il est vraiment important qu'ils sachent poser un certain nombre de contraintes qui permettront aux gamins de construire les limites nécessaires à une vie normale, hein. Mais on vient du mal. On vient du mal. Ça, c'est dans nos consultations familiales, c'est l'essentiel du boulot aujourd'hui. Hein, comment amener les jeunes parents à oser mettre quelques non négociables, jamais négociés, face à ces bambins qui leur montrent je suis ton égal et j'ai autorité sur moi en plus. Parce que c'est aussi une nouvelle valeur. Hein. Autorité sur soi, ça veut dire hiérarchie horizontale. Et nous avons effectivement à apprendre dans nos structures à fonctionner autant que possible à partir de ces nouvelles valeurs. Les gamins, même des glingues, se vivent comme nos égaux. Ils le montrent mal, on est bien d'accord. Ils ne vont pas bien. Ils se vivent comme nos égaux. Ils attendent une hiérarchie de mode horizontal. Ils attendent de notre part un respect égalitaire. Et nous, on n'est pas façonnés comme ça. Enfin, sauf si vous êtes mutant, hein, je ne vois pas tout le monde là. S'il y a des moins de 25 ans, il y a des chances pour que vous soyez mutant. Les autres, non. Ah, il y en a, je peux Il y en a. Ah, de la Loire, ça y est, non, elle ne se planquait pas, son ordinateur tombait. Il y avait Fred qui posait une question, Jean-Paul, et qui posait la question. Est-ce que les changements de paradigme liés aux valeurs, est-ce qu'ils sont progressifs ou est-ce qu'ils résultent plutôt de chocs ou de crises telles que celles qu'on vit maintenant? Alors, cette bifurcation quand on veut modéliser, parce que nous, dans notre boulot, parce que bon, j'ai aussi une casquette, je suis à la retraite maintenant, une casquette, j'étais prof de fac, donc j'étais bien obligé dans mon travail de proposer des modèles suffisamment consistants et suffisamment défendables. Donc on utilise, pour parler d'une mutation, on utilise des modèles suffisamment isomorphes, suffisamment similaires. Et vous avez, en Belgique, je veux dire, hein, la chance d'avoir eu un prix Nobel de physique-chimie qui s'appelle Ilya Prigogine. Et Prigogine, il a eu le prix Nobel justement pour avoir travaillé sur ce qu'on appelle les systèmes loin de l'équilibre et à un moment donné bifurquent et changent de forme. On peut utiliser aussi les travaux de René Thom, qui est un mathématicien, avec sa théorie des catastrophes. Même travail. Hein, quelque chose se passe qui fait que un phénomène change complètement de forme radicalement et rapidement d'un point de vue historique. Une mutation, c'est ça. À partir d'une génération, cette génération ne nous ressemble plus. Le problème, c'est qu'on est façonné une fois pour toutes. Hein.
Et nous, on ne va pas muter. On ne va pas muter, on a juste à essayer de comprendre, essayer de s'adapter pour pas faire de dégâts, quoi, tout simplement. Hein. Parce que les gens qui ne s'adaptent pas à ces nouvelles valeurs, qui continuent à vouloir promouvoir à tout prix les nouvelles valeurs, tu es mon inférieur hiérarchique, tu me dois des signaux d'infériorité, tu me dois la notion de respect. C'est-à-dire quand je demande aux éduques de me parler des valeurs importantes, la première qui vient, c'est le respect. Et le problème du respect, c'est qu'il y a la forme 20e siècle et la forme 21e siècle. Je vous donne l'exemple des enseignants que j'ai en thérapie qui me disent les élèves ne nous respectent plus. Puis les gamins que j'ai en thérapie me disent les enseignants ne nous respectent pas. C'est tout à fait passionnant parce que ça nous définit très clairement le problème des valeurs en question. C'est que quand les enseignants ou les éduques me disent ils ne nous respectent plus, ça veut dire qu'ils ne savent plus émettre des signaux de soumission face à nous, ils ne savent plus nous regarder avec ce regard inférieur, ils ne savent plus utiliser la voix, la modulation de voix inférieure face à nos modulations de voix supérieures. Là, quand vous dites à vos mômes, va prendre ta douche, ça, c'est la modulation de voix supérieure. Et on attend de la part du gamin une modulation de voix inférieure du genre oui papa, oui maman. Et ça n'existe plus, je suis désolé pour vous tous, mais ça ne fonctionne plus. Et c'est plutôt sympa. Je veux dire, un univers qui peu à peu s'installe comme égalitaire, c'est plutôt sympa. À l'heure actuelle, c'est le bordel. Hein. Le temps barbare en fait quelque chose de peu praticable hein, dans beaucoup d'endroits. Même si, dans notre petite Europe, il existe quelques centaines de milliers de petites et moyennes entreprises qui fonctionnent déjà avec le hiérarchique horizontal. Et c'est tout à fait intéressant à observer. Tout à fait intéressant. Parce que ça fonctionne plutôt mieux que les entreprises verticales. J'ai eu l'occasion d'avoir un échange avec Romain Marduel, qui est éducateur à l'Agapé, qui est l'association genevoise d'aide et de prévention éducative, et qui est éducateur au sein du foyer Saint-Vincent et qui a accueilli des jeunes, enfin 8 jeunes, 8 ados, pendant le confinement H24. Et donc, Romain va nous expliquer ici dans la vidéo un petit peu comment ça s'est passé pour eux, en disant que là aussi, dès le début, même si le confinement, j'ai envie de dire, à la Suisse, a été peut-être un peu plus light qu'ailleurs dans certains endroits d'Europe, comment ça s'est passé pour lui, en disant que, et pour ses collègues, parce que donc ils ont modifié l'horaire. C'était des prestations de 24 heures, l'une à la suite de l'autre. Et donc, ça a eu bien évidemment plein d'effets sur leur pratique. Ça n'a pas été évident pour l'équipe, mais à la fois les jeunes sont un petit peu habitués à ça. En tout cas, de moi, ce que je peux ressentir, c'est qu'on essaye d'être le plus cohérent, mais à la fois cette cohérence, on arrive à l'acquérir dans le temps. Et aux jeunes, on peut lui dire, aujourd'hui, je ne peux pas te donner une réponse qui soit vraiment claire parce que nous, demain, on ne sait pas trop comment ce sera. C'était quand même une situation qui a été très évolutive comme ça, avec à chaque fois des nouveaux courriers ou notes qui arrivaient du département de l'instruction publique. Une fois, c'était de l'Office fédéral pour la jeunesse. Et puis, il y avait souvent il y a plusieurs mesures qui sont arrivées petit à petit. Et puis, nous, on a dû adapter ça pour rester toujours un petit peu dans ces normes-là. En Suisse, on a été en semi-confinement. Donc, on pouvait sortir, on pouvait prendre le bus. Donc après, comment dire à un jeune, non, on n'accepte pas que ton petit ami puisse venir. Donc, on a dû quand même vraiment partager autour de ça et quel sens ça avait que le petit ami ne puisse pas venir passer du temps avec toi au foyer. Parce que nous, on a eu cette note-là. On doit en discuter, y réfléchir
et adapter cette règle pour qu'elle ait du sens par rapport à ce qui est l'injonction que nous avons, et puis surtout que elle fasse sens pour toi aussi. Ça veut dire que si on dit qu'il n'y a plus de visite ici, ben c'est peut-être pour protéger aussi euh, euh, le jeune qui est à côté, qui est voisin de toi, qui utilise la même salle de bain que toi, les mêmes toilettes que toi, et puis qu'elle est asthmatique, et puis qu'elle a peut-être un peu plus qu'elle est un peu plus sujet à tomber malade, ou alors parce que ton voisin, il rend visite à son papa qui lui-même est dans une situation avec une arythmie cardiaque. Maintenant, il fallait que nous aussi, on reste dans quelque chose qui soit, encore une fois, cohérent par rapport aux mesures qui nous étaient demandées, et puis à la fois comment on pouvait les soutenir pour essayer de trouver ces espaces où eux aussi peuvent quelque part respirer ou tenir debout. C'est vrai que sur la question des règles, ben, la crise du coronavirus, mais on en reparlera sans doute avec Jean-Paul après, mais il y a eu l'imposition pour lutter enfin, pour lutter contre le virus et protéger la population. Il y a eu l'imposition vraiment ben là, de manière très verticale de tout plein de sortes de règles, de lois, de décrets, qui fait que ben, voilà, au sein des foyers, des institutions, il a fallu adapter ça. Et donc, peut-être on pourra réaborder la question des règles avec toi, Jean-Paul, après. Parce que une des choses qui m'a beaucoup touché, moi, dans l'échange avec Romain, c'était le fait que ben, ils ont aussi impliqué les jeunes qui étaient présents dans le foyer. Et donc, peut-être on peut entendre la deuxième partie du témoignage, me semble. En tout cas, pour tenir le coup, c'est vrai que ça a été la conversation. Ça veut dire on a réinvesti de cet espace et à tous les niveaux. Autant dans la légèreté que dans l'intime. Il y a beaucoup de choses qui sont passées pendant cette période. Ça veut dire que les situations, il y a beaucoup de choses qui ont été au ralenti, mais les jeunes, leur situation, autant dans la famille il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc il y a quand même eu beaucoup de rebondissements. Et en fait, comme il y avait autant de temps et d'espace pour la conversation, on a pu vraiment s'appuyer dessus. Nous avons réinvesti la conversation à deux et en groupe, ou en tout cas aussi d'une manière collective. Et là, on a redécouvert des temps ensemble, tout simplement, hein, des temps ensemble. Donc, le soir, on en a profité, on a aménagé un petit balcon qui était un petit peu avant plus réservé pour les éducateurs, puis là, qu'on a laissé ouvert d'une manière bien plus claire et formelle pour les jeunes. Et finalement, il a été investi. Et il y a eu des jeux, des parties de jeux, des jeux de cartes, des discussions, des conversations, des échanges avec des jeunes normalement qui se croisaient très peu, et puis là, qui se sont vraiment écoutés les uns les autres. Ça nous a vraiment fait bouger, en équipe et individuellement dans notre posture professionnelle. Donc, si tu veux, on parlait tout à l'heure du rapport au temps. Quand on a vécu ces moments-là et qu'on a vu ce que ça pouvait créer, apporter dans le lien, dans la conversation, dans la disponibilité à l'autre, on s'est dit, oula, on ne peut pas revenir comme avant. Il y a trop de choses qui sont passées, puis ces points positifs-là, il faut qu'on les garde d'une certaine manière. Donc, comment nous réorganisons notre travail, ou comment on se réorganise un petit peu pour pouvoir garder cette posture? Alors, le balcon dont il parle, Romain, moi, j'étais pas arrivé à faire en sorte qu'il l'ouvre aux gamins. Ah. On a parlé de temps en temps du balcon, bien sûr. Hein. Et il n'y avait pas moyen, c'était le balcon des éducs, quoi. Et là, ben, les contraintes ont fait que ce balcon est devenu un lieu de convivialité. Alors, la conversation, c'est pareil. La conversation, c'est parmi les outils. Il se trouve que à partir de l'instant où on a pu modéliser à la fois la mutation et ensuite ce dont souffrent les gamins qui arrivent dans nos structures éducatives. Et là, la structure dans laquelle Romain travaille
ils accueillent 8 à casables. Hein. C'est de vraies patates chaudes. Hein. C'est leur job. Hein. Ça fait des années qu'ils travaillent. C'est une équipe très stable. Hein. C'est une équipe très stable. Ils sont ensemble. C'est une équipe qui se connaît depuis des années. Hein. Depuis de nombreuses années même. Ils pensent que c'est leur job, hein, c'est tout, quoi. Hein. Ils vivent avec ces enfants-là. Alors, là, ce qui s'est passé, je reviens sur la conversation, excusez-moi. Je saute de branche en branche, là, excusez-moi. La conversation, c'est un de nos outils importants. Alors, entendons-nous bien sur la définition de la conversation. Une conversation n'a rien à voir avec un entretien éducatif, n'a rien à voir avec un entretien de moralisation. Une conversation, c'est par définition quelque chose qui n'a pas d'enjeu autre que de se parler, et de manière évidemment égalitaire. Et se parler, ça veut dire que je ne me contente pas d'écouter le jeune, on se parle. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on parle aussi un peu de soi, forcément. Et les temps de conversation, dans le travail que je fais avec les équipes éducatives, on revient souvent là-dessus. Je leur demande, alors, dernière conversation, c'était quand et où? Et c'est jamais dans le bureau, évidemment. Les vraies conversations, c'est en voiture, parce que tous les éducs savent ça. Hein. C'est en voiture, c'est dans les escaliers, c'est le soir quand on dit bonsoir au pied du lit, etc., etc. Hein. Et pourquoi les conversations sont quelque chose de si important de notre point de vue? Ce sont les seuls moments où ces enfants arrivent à se pencher sur eux-mêmes et à parler de leurs problèmes, de leur vie, sans qu'on leur en pose la question, sans qu'on veuille à tout prix leur faire avouer je ne sais quoi. Donc la conversation, alors ce qui est arrivé là avec le confinement, hein, rappelez-vous ce que disait Romain, c'est-à-dire que chaque éduc passait seul 24 heures complètes avec les jeunes. Hein, ça c'est la Suisse, hein, je veux dire, ils ont des possibilités que peut-être on n'a pas mis en œuvre en France. Hein. Quoiqu'en France, les équipes avec lesquelles je travaille et avec lesquelles j'ai communiqué pendant le confinement se sont très bien débrouillées aussi. Alors, l'avantage de ce confinement, de ce type de contrainte, c'est que ça, inévitablement, ça permet ce que j'avais modélisé il y a longtemps, comme miracle furtif. Ça, c'est dans un bouquin que j'ai écrit dans les années 90, je ne me rappelle plus exactement. Ce que j'appelais les miracles furtifs, c'est ces moments où les jeunes montrent une compétence, une intelligence de situation à laquelle on ne s'attendait pas du tout, surprenante, impressionnante. Et quand on s'est mis à modéliser ces moments-là avec les éducs, on s'est aperçu que ces miracles furtifs n'avaient lieu que quand les éducs étaient perdus, quand ils n'avaient plus faire, quand la situation leur échappait. Quand la situation ne nous échappe pas, il n'y a pas de miracle furtif. C'est impressionnant. Hein. Et là, effectivement, le fait, comme disait Romain, d'être obligé de vivre ensemble vraiment, même douche, même toilette, même cuisine, même tout, même balcon, hein. C'est quelque chose qui contraint les uns et les autres à fonctionner beaucoup plus humainement, c'est-à-dire beaucoup moins professionnellement, c'est-à-dire ça nous contraint à une posture éthique égalitaire. Et là, ce dont Romain parle, c'est ça. Hein, ils ont découvert ces temps de conversation sur un temps suffisamment long. Et comme dit Romain, ça a changé les choses. Ça a changé les choses. Ils se sont découverts mutuellement. Quand il dit, mais ça peut plus être comme avant. Hein. Le comme après, c'est quelque chose qui est cher
un de mes vieux amis qui s'appelle Guy Oslos, vous connaissez tous Guy Oslos, j'imagine. Et Guy, il y a longtemps qu'il a été attentif à ça, à dire il n'y a jamais de comme avant, c'est toujours un comme après. Et là, effectivement, mais le comme après, on peut l'accepter, on peut le combattre, évidemment. Et là, en l'occurrence, Romain nous dit pas question de combattre le comme après. Ça a changé trop de choses de manière importante et intéressante. Et effectivement, ce dont il s'est aperçu, c'est que tout le monde allait mieux. C'est que tout le monde allait mieux dans cette affaire-là. Donc, miracle furtif qui a permis la mise en œuvre concrète de cette valeur égalitaire et éthique mutuelle. C'est vraiment très intéressant. Et je suis sûr que si on se met à poser les questions, ce type de questions aux éduques qui ont été confinés avec des gamins, tous auront des choses passionnantes à nous raconter de ce même type. Alors, il y avait deux choses, enfin, il y a 2, 3, 4, 10 choses. Il y a très certainement la question de comment eux, ils ont fait avec les règles. Et alors, il y a aussi, mais ça, on n'a pas partagé trop, mais ils ont beaucoup joué, en fait. Il disait, Romain, ils ont beaucoup joué à des jeux vraiment très concrets. Hein. Et il disait même que il avait acheté un jeu lui-même, Romain, pour s'entraîner avec les membres de sa famille, pour pouvoir rejouer après avec les gamins. Et je trouvais que, voilà, je me disais, bah, tiens, les jeux, les règles du jeu et les règles, ça pouvait peut-être, on ne l'a pas sous la main là maintenant, je pense, mais ça pourrait peut-être être une question de comment est-ce que les règles se pratiquent finalement. Alors, ce qui a changé inévitablement dans cette nouvelle façon d'être contraint de vivre ensemble, c'est que l'éduc seul, pendant 24 heures avec les jeunes, ne pouvait plus utiliser le modèle 20e siècle des règles, c'est-à-dire il faut que tu comprennes que c'est moi qui commande. C'est plus possible. Ils n'en ont plus les moyens. Il est tout seul avec 8 gamins difficiles et il ne peut même plus y penser à imposer quoi que ce soit. Donc les règles en question, ce sont des règles qui deviennent communes. Les règles qui s'appliquent aux jeunes sont les mêmes qui s'appliquent à l'éduc. Et ça, on a du mal avec ça, bien sûr. Mais dans cette situation, il n'avait pas le choix. Et ça lui a permis de découvrir quelque chose de tout à fait intéressant, hein, à savoir que quand les règles communes s'appliquent de manière égalitaire, les jeunes fonctionnent. Et puis, alors, les jeux de société, l'avantage des jeux de société, c'est que les règles sont les mêmes pour tout le monde. Et oui, contrairement aux règles qu'on impose aux jeunes dans une structure éducative. Et moi, j'ai eu l'occasion de constater que tous ces jeunes en grande difficulté, qui souffrent tous d'un syndrome de stress polytraumatique, les jeux de société, ils aiment ça. Je me rappelle, l'année dernière, je suis allé vivre 10 jours, 10 nuits dans une MEX avec les éducs, les jeunes, etc. Je voulais aller voir d'un petit peu plus près, quoi. Mais le soir, on se tapait le carton avec les jeunes, c'est eux qui demandaient. Ils jouaient un petit coup, ils jouaient pendant 1 heure à Call of Duty. Alors, j'ai essayé une fois, mais j'étais mort au bout de 25 secondes. Moi. Donc, et ensuite, après l'heure de Call of Duty, on se mettait autour de la table, on tapait le carton jusqu'à 10 heures du soir, quoi. Et ils aiment ça. Et je me rappelle d'un CER dans lequel, c'est pareil, je suis allé vivre une petite semaine. Tous les soirs, les gamins jouaient au tarot, aux dames, aux échecs, etc. J'étais assez surpris parce que je ne m'attendais pas à ce genre de choses. C'est l'avantage des jeux de société, c'est que les règles sont les mêmes pour eux et pour nous. Alors que dans notre quotidien de professionnels, il y a les règles pour les jeunes qui ne sont pas les règles pour les adultes. Et ça, c'est devenu insupportable pour les mutants parce que c'est quelque chose qui contrevient à la valeur hiérarchie horizontale à égalité.
La hiérarchie horizontale fait de nous des égaux, mais avec des missions différentes. Nous avons la mission, même si on leur doit un respect horizontal, nous avons la mission de les aider à grandir. Tout comme les jeunes parents ont la mission de poser quelques non négociables à leurs bambins entre 2 et 4 ans pour les aider à grandir. Je me demandais sur la question, est-ce qu'on est plus pour toi dans la question, dans le confinement comme ça, dans la question des petites règles plus aménageables et tout le monde est soumis aux petites règles et tout le monde est obligé d'aménager ces règles-là? Et oui, hein, alors, là tu parles de petites règles, là c'est Oui. encore une distinction que Guy Oslo faisait entre petites règles et grandes règles. Hein, ce qu'on appelle, nous, ce qu'on essaie de modéliser en négociable, non négociable et aménageable. C'est important de notre expérience que dans une équipe, dans un groupe éducatif, il y ait énormément de petites règles, c'est-à-dire des règles qui peuvent s'aménager selon les moments, selon les gamins, etc. Puisque, en fait, un des outils avec la conversation, un des outils, c'est ce qu'on appelle accueil. Et accueillir, c'est être attentif aux besoins, là, tout de suite, d'un gamin, et même si la règle habituelle, c'est la douche à 20 heures, par exemple, hein, que l'éduc en question, qui l'enfant pose la question, puisse décider. L'aménagement, c'est l'éduc qui décide. Puisse dire, bah oui, si toi, ce qui te réveille bien, c'est de le faire à 7h30 le matin et non pas 8h du soir, c'est OK. Alors, pour qu'un éduc puisse oser aménager, évidemment, il ne faut pas qu'il craigne que dès le lendemain, toute l'équipe lui tombe sur le rable en disant « Comment as-tu pu décider une chose aussi importante seule avant que nous en ayons réfléchi dans la prochaine réunion qui aura lieu dans 15 jours, etc. » Ça, vous connaissez ça par cœur, hein? Je vois tout le monde. Parce que c'est ça, c'est terrible, c'est terrible. Hein? Ce manque de confiance qui caractérise malheureusement le mode de fonctionnement du XXe siècle dans les équipes. Parce que c'est bien le problème. Je veux dire, de quel droit on ne fait pas confiance au collègue qui a décidé ça? On n'était pas là. Hein, on ne peut pas savoir à sa place. Donc, le lendemain, si on ne comprend pas, on peut lui poser la question. Mais il ne s'agit pas de lui demander de se justifier. Et puis on dit, ah oui, ok, c'est bon. Mais on a toujours, nous, ce vieux problème du XXe siècle du collectif. Hein, c'est-à-dire, le collectif XXe siècle, c'est le groupe éducatif doit être homogène. Donc, si je donne un truc à un gamin, tous les autres vont vouloir pareil et mon groupe est foutu. Sous-entendu, je ne pourrais plus le gérer. Et on se retrouve toujours avec ça. Donc, on dit non. Non, c'est 20 heures. Ça n'a rien à foutre que ce soit 7h30 pour toi que c'est bien. Non, c'est 20 heures. Hein, le problème, c'est que pour nos mutants, ce type de groupe éducatif homogène, ça n'existe plus. Parce que la forme de l'identité s'est individualisée, alors que nous, on est des gros collectifs. Et donc, on ne peut plus attendre de leur part qu'ils fassent un type de collectif tel qu'on l'a connu avant nous. Ils ne savent plus faire ça. En plus, ce sont tous des gamins, faut bien, vous le savez. Ils sont arrivés là, ils n'avaient demandé rien à personne. Hein. Ils arrivent chez nous, dans nos structures, ils le vivent évidemment comme un milieu hostile au départ, donc on a une pente à remonter avec ça. Hein. On a une pente à remonter, et cette pente à remonter, elle se remonte d'autant plus facilement qu'on va essayer d'appliquer un certain nombre de valeurs XXe siècle et qu'on va essayer d'être attentif à leurs besoins fondamentaux. Et il se trouve qu'en France, il y a la loi du 14 mars 2016. Alors ça a été ça c'est vraiment un coup de tonnerre mutationnel, si je puis dire. Hein. C'est la première fois en France que
qu'une loi fait état des besoins fondamentaux des enfants placés. Sachant que les besoins fondamentaux des enfants, c'est quoi? Le premier, c'est être aimé. Le premier besoin fondamental d'un enfant, c'est de se sentir aimé. Et les du XXe siècle, il n'est pas là pour les aimer. Donc ça, on a déjà ce problème-là. C'est-à-dire, waouh, on va pouvoir s'autoriser à les aimer. Le deuxième besoin fondamental, c'est se sentir protégé, se sentir rassuré. Et puis un autre besoin fondamental, c'est le besoin d'expérimenter. Et le besoin qu'on ne pense pas à sa place. Donc tous ces besoins fondamentaux, il est vraiment important que nous puissions les traduire en termes de comportement et en termes de mode d'interaction avec les gamins. On ne peut pas aimer tout le monde. Hein, c'est pas le problème. Je vous donne un exemple. Dans cette Mex où je suis allé zoner pendant une dizaine de jours, j'arrive un matin pour prendre mon petit-déj avec les petits. Les petits, c'est 2 ans et demi, 6 ans. Hein. Et puis je vois un gamin qui était arrivé la veille au soir, je ne l'avais pas vu. Un petit blondinet, mignon comme tout. Je le regarde, je le déteste instantanément. Rien que de le regarder. Délit de faciès. Exactement. Je me soigne. Bien sûr que je me soigne. Donc je réfléchis intensément, etc. Et puis je le rème, pas de problème. Hein. Mais si on se repère pas dans nos impulsions comme ça, on peut rester longtemps à détester un môme. Et puis de toute façon, s'il y en a un d'entre nous qui n'aime pas un môme, les autres peuvent l'aimer, c'est pas un problème. Quoi. Mais il est nécessaire, effectivement, pour qu'un enfant puisse se développer. Et rappelez-vous que, en ce qui concerne les grands textes sur les droits de l'enfant, on parle d'enfants de 0 à 18 ans. Hein, 0 à 18 ans, on parle d'enfants. Hein. C'est pour ça que je ne vais pas dire enfants, adolescents, jeunes adultes, etc. Mais si on aime les enfants, on n'est pas très professionnel, on n'a pas la distance professionnelle, alors Jean-Paul. C'est tout ce problème du XXe siècle. Hein, effectivement, au XXe siècle, on n'était pas là pour les aimer. Hein. On était là pour les rééduquer. Et c'est quelque chose qui nous tient encore au corps, hein, cette notion de rééducation. Et qui, avec les gamins déglingues auxquels on a affaire, c'est quelque chose qui est très contre-productif. Malheureusement. Un autre modèle, on l'a appelé sociothérapeutique, parce que à partir de l'instant où on s'est mis à faire du diagnostic dans toute la petite Europe des déglingues, et on s'est aperçu qu'au moins 80% des enfants concernés souffrent du même syndrome qui est un syndrome de stress polytraumatique à divers degrés. Il n'y avait pas 36 choses à faire après ça. Il fallait qu'on puisse construire des modèles qui s'adressent à ce trouble. Et le problème, c'est que les modèles en question, seuls les éduques peuvent les mettre en œuvre parce que c'est du quotidien. Un psy qui voit un môme une demi-heure par semaine ou tous les 15 jours peut pas faire ce boulot-là. Donc le boulot sociothérapeutique, c'est un boulot d'éduc. Et c'est passionnant. Parce que quand on met en œuvre les outils en question, on obtient des résultats rapides. Pourtant Jean-Paul, la plupart du temps, enfin, moi, ce que j'entends quand je rencontre des équipes, hein, c'est souvent ce gamin-là, il est psychiatrique. Oui. Hein, on colle cette étiquette, il est psychiatrique parce qu'on ne sait plus comment faire. Et puis, du coup, c'est un billet de sortie soit vers l'hôpital, soit vers une structure un peu plus renforcée, soit vers une médicamentation, oui, de plus en plus puissante. Alors, oui, bien sûr. Alors, on dit les psychiatriques, on dit aussi
ils sont bien plus difficiles qu'avant. Je dois dire que là où les équipes s'emparent complètement des nouvelles valeurs et donc des outils adéquats, les gamins en question ne sont plus spécialement psychiatriques ou spécialement ingérables. Hein, donc ils sont en difficulté. Hein, ils sont en difficulté. Mais pour te dire, là où on entre dans un établissement où il y a beaucoup de violence entre éduqués et jeunes, violence entre jeunes, etc., en quelques mois de mise en œuvre suffisamment conséquente des outils en question, la violence disparaît aux 2/3. Alors, qu'est-ce que c'est cette violence qui disparaît? C'est la violence dont nous étions les co-auteurs rien qu'en appliquant le modèle éducatif du XXe siècle. Et dès l'instant où on passe au modèle éducatif du XXIe siècle, la seule violence qui reste, c'est la leur. Parce que c'est des gamins déglingues, évidemment. Mais nous, on n'est plus co-auteurs. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait remarquable. Hein, remarquable. Et je ne sais pas ce que Romain a pu te dire, puisque tu as eu une conversation plus longue. Est-ce qu'il a évoqué violence ou pas violence pendant le temps du confinement? Pas trop. Il n'a pas trop parlé de ça. Il n'a même pas du tout finalement parlé de violence. Il a dit bah, c'est pas facile effectivement, je paraphrase évidemment, de se retrouver seul 24 heures comme ça et que effectivement tout n'a pas été simple, mais de la violence en tant que telle, non, je pense qu'il n'en a pas trop parlé. Et donc, ouais, voilà, effectivement, je trouvais qu'il y avait un côté assez apaisé dans les relations telles qu'il les décrivait avec les jeunes. Et même avec un effet rebond sur certaines relations avec les familles. Et donc, ça me permet de rebondir ici sur une des premières questions qui a été posée par le chat de Manu et Martha de Brabant, qui demandaient la différence entre est-ce que c'est de l'amour ou de la bienveillance? Voilà. Moi, le mot bienveillance, je t'avoue que j'ai toujours un peu de mal avec le terme parce qu'on fait tellement de choses derrière ce mot bienveillance que ça me fait un peu peur. Parce que le problème de la bienveillance, c'est qu'on ne peut pas dire que dans un espace où l'adulte se vit comme le supérieur hiérarchique de l'enfant et donc lui adresse un certain nombre de contraintes qui ne s'adressent pas à lui, on ne peut pas dire qu'il ne soit jamais bienveillant pour autant. Ce qu'on appelle bienveillance, ce qu'il a défini, c'est les contextes des valeurs en question. C'est pour ça que je préfère qu'on utilise carrément le terme amour. Sachant, on sait tous qu'un enfant petit, s'il ne connaît pas d'amour de la part des adultes qui s'occupent de lui, il est mort psychiquement. Hein? Je veux dire, c'est le premier des besoins fondamentaux. Et vous savez tous bien que les gamins dont vous vous occupez, de ce côté-là, n'ont pas eu leur content. Parce que quand on parle de syndrome de stress polytraumatique, et qu'on fait du diagnostic chez les parents après l'avoir fait chez les enfants, on s'aperçoit que tous les parents en question souffrent eux-mêmes d'un syndrome de stress polytraumatique. Hein, je ne sais pas si vous avez entendu parler des travaux en épigénétique. Hein, la chance a voulu pour nous je veux dire, que les premiers travaux en épigénétique au début du XXIe siècle ont porté sur les effets de la maltraitance infantile et de la négligence affective sur les enfants. Et ça a confirmé en tout point ce que nous, on était en train de construire. Donc là-dessus, vous pouvez aller voir un petit peu, si vous tapez épigénétique, maltraitance, vous allez tomber sur ce que les chercheurs en disent. Donc là-dessus, effectivement, nous, on est très insistants sur l'idée que oui, il faut qu'ils se sentent suffisamment aimés.
c'est pas seulement de la bienveillance, parce que la bienveillance peut être verticale. Et ils ne la vivraient plus comme bienveillance, eux. Alors que nous, qui avons vécu avec les mêmes valeurs que nos parents, la bienveillance de nos parents, même verticale, c'était la bienveillance. On la vivait comme ça. Ça ne posait pas de problème. Le problème est lié à cette différence de valeur, c'est-à-dire de type d'interaction. Okay. Bien. Je pense, Vincent, tu voulais ouvrir aux questions. Absolument, si on veut respecter notre engagement en termes de timing, c'est peut-être intéressant aussi d'ouvrir aux questions. Alors, il y en a eu l'une ou l'autre qui ont déjà été posées dans le chat. Tu as ramené celle-là. Il y avait la question de c'est quoi l'amour? Et quand vous parliez, Jean-Paul, tout à l'heure d'égalité, il y avait la question de l'égalité et de l'équité. Il y a eu il y a eu un commentaire en disant ça n'est pas toujours simple et particulièrement de trouver le bon mode de communication à adopter dans le cadre des relations qu'on occupe aussi, enfin que l'on a et avec les enfants, et d'ailleurs que ça soit dans le cadre professionnel ou dans le cadre familial, d'ailleurs relevait Marie. Et puis, il y avait la question de Fred qui était en quoi est-ce que cette bifurcation mutante est-elle différente de celle que pointait Socrate en moins 400 avant Jésus-Christ. Oui, mais c'est vrai. Socrate a vécu une mutation sociétale, oui. Mais voilà, et en quoi est-ce qu'elle est différente, ou en quoi est-ce qu'elle est peut-être plus positive ou moins positive? Voilà une série de questions. Peut-être, c'est les premières questions, et puis je vous laisse peut-être réagir à ça, Jean-Paul, et puis si d'autres souhaitent poser des questions aussi, n'hésitez pas à réouvrir votre micro ou à demander la parole. Ce sera peut-être plus simple pour moi. Alors pour ce qui concerne égalité-équité, comment ça se manifeste, comment ça peut se manifester dans notre travail. En fait, une des valeurs du XXe siècle de la part d'un adulte vis-à-vis d'un enfant ou d'un gamin dont on s'occupe, c'est l'injonction à ne pas penser. C'est-à-dire nous devons penser pour eux et à leur place puisqu'ils pensent mal. Et donc, on leur parle beaucoup, on les écoute peu, et une des valeurs émergentes, c'est l'injonction à penser. Et si on se met à se poser cette question, comment je peux être dans l'injonction à penser? Alors, au lieu de lui dire, tu dois faire ça, on va s'astreindre. À ton avis, dans cette situation, qu'est-ce qu'il faudrait faire? À ton avis, dans cette situation, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et quand on insiste à chaque fois sur le à ton avis, ou à ton avis, moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans cette situation? Là, le gamin vient de déconner à fond, par exemple. Au lieu de lui dire, ouais, gna, 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 etc., lui dire, à ton avis, je suis obligé de faire quoi? Là, dis-moi. Ça, c'est de l'injonction à penser, et c'est quelque chose qui rend intelligent. Quelque chose qui rend intelligent. Donc, c'est un des outils importants. Et c'est ça qui reflète une valeur émergente, hein, effectivement. Puisque quand on a autorité sur soi, on est responsable de ce qu'on dit et de ce qu'on fait, et on est autorisé à penser par soi-même. On ne veut pas dire qu'ils savent le faire bien, hein, mais on est là pour les aider à s'entraîner à le faire aussi bien possible. Alors, c'est une question qui est tout à fait en lien et à la fois qui se décale un petit peu de la question du confinement, qui est aussi le sujet d'aujourd'hui. J'ai entendu récemment une conférence que tu as menée, Eric, avec Guy Hardy, sur les pratiques avec les familles et la question des IP qui a été animée par Guy Hardy. Guy Hardy a dit que l'origine, pour 88% des IP, provenait d'un phénomène de précarité, de pauvreté. Moi, je me demandais, parce que ça, c'est quand même une vraie question aussi, si ce qu'on observe aujourd'hui chez nos enfants mutants, c'est-à-dire l'opposition entre 20e et 21e, pour faire court,
pourrait aussi générer un nombre important d'IP. C'est un sujet un peu coup de tonnerre, mais c'est un vrai sujet à mon avis, parce que ça a des effets en déclinaison qui sont importants. Dans nos accompagnements, dans le nombre d'accompagnements auxquels on se trouve à faire face, nous, travailleurs sociaux. Voilà, il me semble que c'est une vraie question de société. Est-ce que pour vous, il vous semblerait qu'il pourrait y avoir une corrélation? Alors, elle me Je vais semble. juste, pardon Jean-Paul, je vais juste préciser pour certains de nos amis belges que IP, c'est information préoccupante, Ouais, signalement. signalement. Voilà. Non, c'est pas la même chose justement en France avec la loi de 2007. On a bien séparé les deux. Oui, Enfin, oui. il se passe toujours quelque chose de l'ordre de la dénonciation, hein, Claire, hein, quand il y a ce genre de choses. Oui. Oui. Alors, la précarité, il est clair. Alors, un individu qui souffre d'un syndrome de stress polytraumatique est forcément en difficulté de socialisation. Donc, c'est pas un scoop si vous regardez toutes les familles dont vous vous occupez. Il est assez rare que vous trouviez des familles aisées, bien installées dans la vie, etc., etc. C'est plutôt rare. On a beaucoup plus de familles déglingues, avec du chômage, avec des difficultés de drogue, etc., etc., bien sûr, hein, ou d'alcool, hein, parce que quand on souffre d'un syndrome traumatique, on se soigne avec de l'alcool et du shit, entre autres, quoi, hein, parce que c'est de l'automédication. Donc oui, et c'est pas en train de s'arranger. Hein, je veux dire, avec le néolibéralisme triomphant, la paupérisation de toutes ces populations-là va s'aggraver. Le temps barbare va durer un moment. On va être lié à des grosses difficultés. Mais là, on est en train de frapper à ma porte là depuis 5 minutes parce que je suis attendu. Donc, il faut que je vous dise au revoir. Hein. Mais on pourrait, si nos amis décident de récidiver dans quelques temps, il n'y a pas de problème. Je serai à leur disposition et à la vôtre. D'accord. Et puis c'est facile de trouver mon adresse mail. Peut-être que vous pouvez la leur demander. Et si vous m'envoyez un petit mail avec une question, j'aurai plaisir à vous répondre. Hein, ce que je peux, évidemment. Absolument. Je suis obligé de me barrer. Là. Merci Jean-Paul pour ce moment de commutation. Alors, évidemment, on mettra aussi l'adresse de votre site et les quelques ouvrages que vous avez écrits juste dès votre retour. Mais merci beaucoup pour votre disponibilité et on prend bonne note que vous êtes vous nous invitez à recommencer l'expérience, à renouveler l'expérience. Pas de problème, surtout ça, très sympa en fait, cette façon de fonctionner. Je découvre. Allez, bonne suite à tous. Au revoir. Merci beaucoup, Jean-Paul. Peut-être remercier chacune pour la participation ici au webinaire. Je vois que Vincent, que tu mets les différentes références, les bouquins de Jean-Paul, la référence de Bateson. Il y a aussi un article que nous, moi j'aime beaucoup partager, qui est juste après, qui a un article de Jean-Paul qui s'appelle « S'il te plaît, dessine-moi un mutant » et qui vraiment ouvre beaucoup. Voilà, c'est un premier lien avec sa pensée. C'est vraiment c'est super accessible. Voilà. Et donc, il y a le lien ici sur la dia. Pardon. Le site mail de Jean-Paul. C'est terrible comment on fait bien sa pub, je trouve. Et donc, si vous voulez, en tous les cas, si vous voulez être tenu au courant, n'hésitez pas à nous envoyer. Si vous voulez être tenu au courant de la suite, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, nous rejoindre sur les réseaux sociaux, soit via la page Facebook de Cortex Formation. On peut poursuivre le débat sur LinkedIn. Voilà. À très bientôt à tous. Merci beaucoup pour votre participation. Encore un merci à Jean-Paul Gaillard. Merci Eric.
Et ben, à très bientôt au mois de septembre et n'hésitez pas à poursuivre le débat.